Au cœur donc des débats en Côte d'Ivoire, au cœur du débat politique, le PDCI, RDA et le FPI contestent le verdict du Conseil constitutionnel après la publication de la liste définitive des candidats. On revient donc sur cette information dans cette émission. Et à 19h15, nous allons recevoir un candidat donc qui a vu sa demande être vue irrecevable par le Conseil. Il s'agit de M. Vincent Toby-Irié. Sa candidature, vous le savez, à la présidentielle a été rejetée. Comment entend-il se repositionner dans le paysage politique ivoirien? À suivre avec nous. Et puis, en seconde partie, nous allons recevoir Serge Billet. Serge Billet, journaliste et écrivain. Avec lui, nous allons cette fois-ci nous appesantir sur les réactions des téléspectateurs quant à la sortie de son documentaire Thérèse et Mandela. Que pensent les téléspectateurs du monde entier de son dernier documentaire? Merci en tout cas d'être avec nous. Le grand talk démarre maintenant. Jeudi 11 septembre 2025. Merci de votre fidélité à ce programme. Merci d'être toujours nombreux pour savoir un peu justement nos différentes positions sur l'actualité nationale et internationale. Ce soir, nous accompagne Pascal Souquier. Pascal, bonsoir. Bonsoir Christelle et bonsoir à toutes et à tous. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous, bonsoir chez vous et qu'il me soit permis de souhaiter un joyeux anniversaire à un ancien collaborateur, Kalilou Fofana, joyeux anniversaire à toi. Merci. Docteur Barry. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir Laïfiste. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire par anticipation à mon frère et ami Diallo Alpha Omar depuis Cocody, Pharmacie, Mermoz. Hermanavois, bonsoir. Bonsoir Christelle, je vais faire comme les autres. Je vais avoir un coucou particulier aux populations de Memni qui s'apprêtent samedi à cet vous événement. investir. Oui, c'est une fête. C'est une fête qu'on attend toutes les filles et tous les fils de Memni. En tout cas, on va y arriver. Apparemment, la fête ne sera pas sobre. Hein. Le président s'apprête. Bon, il est dans l'auto-célébration. C'est pas de l'auto-célébration. Viens voir Memni, Daouda, les gens te demandent là-bas. Bon, alors, ce sera une très belle fête. Merci en tout cas. Merci à vous de votre fidélité à ce programme. À l'entame de notre temps d'antenne, nous parlions d'un sujet politique qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, vous le savez bien, le PDCI RDA, dont le candidat président Tidiane Thiam a été écarté, a convoqué la presse pour réagir. Dans le même temps, le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, dénonce une mascarade électorale et remet en cause la validité de l'examen de son dossier de parrainage par le Conseil constitutionnel. Pascal Souquier. Les réactions donc du PDCI RDA, du FPI, on le sait, on connaît un peu leur sort. Ils ont été écartés donc de la course à la présidentielle. Aujourd'hui, ils remettent en cause le dispositif. Comment est-ce que vous appréciez justement ces différentes sorties? On l'a souvent dit ici sur ce plateau que nous voulions, il y a de longs mois, que ces élections soient inclusives. Le fait est que la définition même de l'inclusivité de ces élections-là n'excluait pas, que ces élections soient aussi effectuées, en tout cas que les candidats soient soumis aux contraintes de la loi. Et il se trouve que plusieurs juristes se sont succédés ici, certains appartenant même au sérail de partis politiques, pour dire ce qu'ils entendaient par le pourquoi ou le comment être sur cette liste électorale, les recours qui étaient possibles, ce que disait la Constitution. Est-ce que la loi électorale ou enfin le code électoral était une loi organique au regard de la Constitution, etc. On a fait notre effort pour que les Ivoiriens puissent avoir des points de vue juridiques d'experts afin de poser leur analyse. Ceci étant dit, on a donc ce Conseil constitutionnel qui a donné cet arrêt, un long arrêt détaillé et qui a retenu 5 candidats. Je vous le disais hier également, c'est légitime pour que ces chapelles politiques en appellent à soient indignées. C'est vraiment légitime parce que vous ne partez pas, vous ne déposez pas, vous ne voulez pas compétir pour cette présidentielle-là et vous êtes satisfait que votre candidat, que votre champion ne soit pas retenu. Mais vous le disiez souvent aussi dans cette émission, nous avons confiance en nos institutions, en tout cas c'est ce qu'on espère pour tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas confiance dans les institutions,
il y a depuis un certain moment, donc ces conférences, ces réactions, ces retours, et il y en a plusieurs. Il y en a même d'un des candidats qui va venir ici nous rejoindre tout à l'heure, M. Vincent Taubirier, mais il y a eu avant celle de M. Assalé Tiemoko. Sa réaction, celle de M. Assalé Tiemoko, je veux dire, c'est une réaction qui, je ne dirais pas nous conforte, mais il y a un début, il y a une fin. Il pose un constat, il dit, voilà ce que Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle a dit, voilà ce que je dis, mais je n'ai pas eu de possibilité de faire un recours. Et eu égard à cela, voilà ce que je vous explique. De mon point de vue, ou bien de mon expérience, ou des faits que nous avons en notre possession, voilà ce qui s'est passé. Les 11 000 parrainages dénoncés, les 7 000 de gap, etc., etc. Donc ça nous a permis d'avoir certes un arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on dit non attaquable, irrévocable. Voilà, qui est irrévocable, mais ça n'a pas empêché qu'il fasse l'exercice de nous donner son point de vue. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il finit. Quand il finit, il met un terme à sa réaction, c'est-à-dire qu'on sait à quoi s'en tenir. Il dit, le combat n'est pas terminé pour les générations futures, je sais que c'est un combat qui sera long, je reste dans une posture démocrate ou démocratique et nous continuerons de faire en sorte qu'il y ait demain une Côte d'Ivoire plus juste. Je dis bien de son point de vue. Donc il ne dit pas, attention, je vais lancer un mot d'ordre, tenez-vous prêts, etc. Il n'y a pas d'épée de Damoclès qui plane. Et c'est en cela que, sans donner de leçons à qui que ce soit, peut-être aussi pour leurs militants, c'est qu'attendent ces partis politiques de leurs militants aujourd'hui au bout de X ou Y nombre de conférences. Merci Pascal Herman. Votre commentaire, justement, comment est-ce que vous l'appréciez, les différentes réactions du FPI et du PDCI-RDA? Hier, déjà, on a dit qu'on comprenait. Aujourd'hui, ces leaders de partis politiques qui étaient candidats à l'élection présidentielle sont un peu sous le choc. J'espère qu'ils vont se remettre. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout cela, j'ai un problème forcément avec la stratégie de l'opposition. Quel problème? Aujourd'hui, avant même que la décision du Conseil constitutionnel ne tombe, l'arrêt ne tombe, oui. Je posais à eux tous ici, lorsqu'on avait l'occasion d'avoir certains de leurs militants ici, ou bien cadres, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire finalement après la proclamation de la liste définitive. Je le faisais à dessein parce qu'en réalité, quand on regarde leur démarche, ils ont toujours condamné le processus électoral depuis 2 ou 3 ans, donc c'est pas nouveau. Mais ils continuent jusqu'après la décision, l'arrêt du Conseil constitutionnel, à tenir les mêmes éléments de langage. Pour moi, je ne perçois pas la véritable stratégie. On leur avait suggéré des candidatures de précaution pour ne pas tomber dans le risque de ne pas avoir... Des candidatures de précaution qu'ils refusent. Qu'ils ont refusé, qu'ils refusent, qu'ils continuent de refuser. Mais aujourd'hui, on sait bien qu'il y a le taux de participation aux élections présidentielles, enfin aux différentes élections qu'on a eues jusque-là. Souvent, c'est des taux de participation très bas. Ce qui veut dire qu'il y a des électeurs qui ne se sentaient peut-être pas concernés par des étapes des scrutins. Allons-y séduire ceux-là pour renverser la tendance, si tant est qu'on estime être populaire. Donc, je dis, ce n'est pas le nom. Parce qu'en fait, en réalité, la révision de la liste électorale, c'est pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas pour un type d'Ivoirien. Donc, les mêmes qui vont venir se mettre sur la liste électorale, c'est eux qu'il faut séduire. Donc, déjà, ceux qui sont là, c'est vrai que le processus, on l'a tous dénoncé ici. Mais aujourd'hui, on est en face de cela. Comment est-ce que faire en sorte que ces Ivoiriens, ces électeurs qui ne prennent pas part au scrutin, allez-y les convaincre pour venir faire changer la tendance. Maintenant, la stratégie d'après, moi personnellement, je ne perçois pas. Si c'est des manifestations qu'on veut faire, qu'on le dise clairement, qu'on prévoit manifester contre ce fait-là, mais alerter tout le monde pour dire que oui, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est des éléments qu'on a toujours écoutés jusque-là. Pour moi, ça n'est pas productif maintenant.
il faut que l'opposition nous dise clairement. Quand ils disent, par exemple, qu'ils suspendent immédiatement le processus électoral et sa reprise sans le président Alassane Ouattara, ça c'est ce qu'a dit Pascal Affi-N'Guessan. Mais j'ai envie de voir comment est-ce qu'il matérialise ça. C'est quoi? Quand il finit de faire une telle déclaration, il fait quoi par la suite? Tu prends, on dit décision jugée injuste, illégale et arbitraire. Nous-mêmes, on peut effectivement, sur l'arrêt du Conseil constitutionnel, sur le processus électoral tel qu'il est mené par la CEI, on peut jouer les pseudo-juristes et puis trouver des éléments qui sont... Mais après, on fait quoi? C'est pourquoi il y a des candidats quand même qui lui ont dit, au-delà de tous ces mécanismes-là, voilà comment est-ce qu'on peut aller pour faire changer la chose. Il y a d'abord l'étape de l'élection présidentielle. Vous pouvez aujourd'hui faire en sorte de permettre aux Ivoiriens d'avoir un beau deuxième tour. Mais certains font aujourd'hui comme s'ils travaillaient à ce que même le président Alassane Ouattara gagne au premier tour, un coup KO. Parce que ne pas vouloir chercher à boycotter et autres, ne pas demander à leurs militants d'être dans ce bloc-là pendant que les gens se mettent dans un processus pour aller peut-être participer au vote et on les bloque. Mais cela va faire qu'il n'y aura pas peut-être un bon taux de participation. Et ceux qui vont aller voter vont naturellement voter les candidats qui sont là. Très bien. Merci Herman pour votre regard justement sur ces deux points. Docteur Barry. Ben écoutez, Christelle, comme Herman l'a dit, je pense que les partis politiques concernés, que ce soit le PDCI, le PPACI et le FPI, sont dans une logique d'abord, pour moi, d'occuper la scène médiatique. Après le coup près qui a été celui de la décision du Conseil constitutionnel, il faut occuper la scène médiatique. Et pourquoi? Dans quel objectif, selon vous? L'objectif, si on va dans votre sens, oui. C'est d'agir avec persuasion auprès des militants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début du processus, de part et d'autre, on a convaincu les militants que les candidats qui ont été choisis aux différentes conventions sont éligibles. Il y a, je crois même, le PDCI qui avait évoqué l'article 55 de la Constitution avant la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a tranché. Là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que le processus électoral, dans sa phase finale, a déjà commencé. Oui. Est-ce qu'on va revenir dire devant les militants qu'on prend acte facilement? Ce n'est pas évident. Il faut produire un discours, un narratif pour persuader encore les militants que les candidats qu'on a choisis sont dans la cause. Je pense plus qu'on est dans le verbe, mais pour le moment, le facta se perçoit difficilement. C'est plus le verbe, les actions, on verra. Mais généralement, avec les hommes politiques, moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut écouter ce qu'ils disent, mais il faut observer les actions qu'ils vont poser. Pourquoi vous faites cette différence-là? Les revirements de situation en politique, Christelle, vous êtes en Côte d'Ivoire, ça ne date pas depuis 90, peut-être même avant. Aujourd'hui, les politiques disent une chose, demain, ils viennent dire autre chose. Aujourd'hui, ils se tiraillent dessus. M. Affi-N'Guessan qui lance les punchlines au président Ouattara et au RHDP. Il y a moins de 2 ans, je pense, il était dans une alliance avec le président Ouattara, mais peut-être que les circonstances ont changé. Je pense que le président Gbagbo et le président Ouattara se sont rencontrés maintes et maintes reprises pour évoquer les questions nationales. Donc il n'y a pas de rupture pour le moment dans le processus. Ils sont dans une logique de persuasion des militants. Maintenant, comme Herman l'a dit, arrivé un moment, il y a des limites au processus. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, officiellement, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 5 candidats. Est-ce qu'on se met dans une posture en griffe de boycott? On n'y va pas, on laisse les 4 compétir, ou bien les 5 compétir aller aux élections, ou bien on se réunit, malgré tous nos différends, malgré les égos, on décide de se ranger derrière un candidat. Oui. C'est aussi une manière de participer. OK. Daoud, on termine avec vous sur ce point avant de recevoir notre invité du jour. Christelle, vous savez, en politique, les militants ne vivent pas de promesses. Ils vivent de quoi? Ils survivent d'espoir. Parce que pour ce que il m'est donné de voir, quel que soit le parti politique de l'opposition qu'il y a, le message qui est donné, le backbone, la colonne vertébrale, c'est qu'il faut susciter de l'espoir chez les militants. C'est ce qu'on attend parce que la décision du Conseil constitutionnel
est insusceptible de recours. Et comment est-ce que, selon vous, comment est-ce qu'ils suscitent l'espoir chez leurs militants? Quand tu viens, tu t'assois hier, Tano Djedje nous disait encore que le combat continue. Gbagbo Laurent sera sur la liste. Premier mot. Aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle, M. Akossi Benjo, qui dit... Du PDCI, qui dit qu'aucune élection ne peut avoir lieu sans le PDCI. Et le seul candidat qui va y aller, on va y arriver, c'est Tidiane Thiam. Le Conseil constitutionnel dit, depuis très longtemps, d'abord qu'ils ont été déjà ratés de la liste, mais le Conseil constitutionnel te dit, d'ailleurs ils n'ont pas eu les parrainages, tout et tout, donc ils ne sont pas dedans. Donc, hier j'ai posé la question, par quelle alchimie? Herman a posé une question qui est importante. Aujourd'hui, c'est de nous dire clairement, dès l'instant que le Conseil constitutionnel a donné sa décision, qu'est-ce que vous voulez faire? On va débattre sur ça. C'est pour cette raison que, je pense que nous, en tant qu'hommes de médias et leaders d'opinion, nous avons une responsabilité. Laquelle, Daouda? Et cette responsabilité s'inscrit même dans le triptyque même de la télévision. Informer, éduquer et divertir. Nous avons 5 candidats qui ont été donnés par le Conseil constitutionnel. 5 personnes qui veulent présider à la destinée des Ivoiriens. Il faut donner la parole à leurs représentants. Il faut donner la parole à ces candidats-là pour qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire pour nous. Qu'est-ce qu'ils entendent faire pour nous dans les 5 ans à venir. Venez nous rabâcher à tout moment le même discours, le même discours, le même discours. Article 48, RLE, le 4e mandat, patati et patata. Finalement, ça devient excessif. Et je vais aller rapidement sur un truc qui est très important. J'aimerais m'adresser à nos jeunes frères. Aujourd'hui, beaucoup de partis politiques vous appellent à faire des choses. Mais rappelez-vous quelque chose. Toutes ces personnes qui sont en train de lancer ces messages, leurs enfants fréquentent au lycée américain, leurs enfants fréquentent au lycée français, leurs enfants, quand ils finissent, ils vont en France, ils vont aux États-Unis. Vous et nous, on est à Abidjan ici. Excusez-moi la trivialité. On fréquente ensemble à Poulet Perdu, EPP à Boliba, EPP hôpital. Franchement, quand eux ils vont finir, ils vont encore venir vous diriger. Prenez conscience. Très bien. Regardez réellement ce que vous voulez, concrètement. Est-ce que c'est nécessaire pour vous? J'en ai fini et j'ai plaidé. Merci. Bien qu'on ne soit pas dans une cour, mais Herman, on aura juste une vraiment une seule phrase. C'est vrai que c'est bien beau de dire que les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles d'aucun recours. Ça, c'est bien beau. Mais on peut évoquer, justement, c'est ce qui fait la jurisprudence de 2010, où le président du Conseil constitutionnel a dit quelque chose, et quelques mois après, il est venu dire autre chose. Non, là, souvent, je peux y les rentrer. Non, on ne va pas rentrer. Herman, on termine. Je peux y rentrer. Non, on ne va pas rentrer. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais si on a un invité, non. On laisse. On descend. Herman, Daouda Herman. Daouda Herman. C'est une phrase. Daouda Herman. Merci beaucoup. Tu peux quand même jouer les Nous allons maintenant recevoir. Tu n'es pas un gendarme. S'il vous plaît. Nous allons maintenant recevoir. Messieurs, on va aller en pause. On a un invité, s'il vous plaît. Merci. Nous allons recevoir maintenant pour vous, M. Vincent Tobi, homme politique qui viendra donc nous parler de son repositionnement après Herman. Son repositionnement après avoir été donc recalé par le Conseil constitutionnel. Il est là. Il va venir. Merci de venir. Merci de le faire venir, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous. C'est toujours intéressant d'être avec vous, chers amis, pour les débats. Et notre invité va s'installer. On sait bien que le Conseil constitutionnel a donné son verdict. Il ne fait pas partie donc des candidats retenus, mais il est là pour nous dire un peu sa vision quand même pour la Côte d'Ivoire. Et puis surtout, comment se positionne-t-il après donc l'arrêt du juge constitutionnel? Bonsoir, monsieur Vincent Tobi. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, première réaction, on vous a lu. Vous avez dit ce n'est qu'une halte, mais l'histoire continue. Ici, sur ce plateau, on aimerait avoir votre réaction encore à chaud de la décision du Conseil. Oui, merci beaucoup. J'ai suivi les réactions des chroniqueurs, des excellents chroniqueurs, de la chroniqueuse. Mais je ne crois pas, comme l'a dit M. Daouda, qu'on doit regarder seulement sur la suite du processus, sans regarder l'environnement. Parce que l'environnement politique, l'environnement social est la base même d'un processus électoral. Et je regarde ce débat qui a cours actuellement, que vous animez depuis quelques jours, là, avec un peu d'étonnement.
Parce que nous avions été ici il y a 3-4 mois, on a alerté l'opinion sur le danger constituait le parrainage. Le parrainage. On a donné 5 éléments qui allaient vicier cette procédure. Et c'est encore là, vous avez couvert ça, j'espère que vous allez projeter. 5 éléments. Premier élément, l'élément technique que nous voyons aujourd'hui, les doublons, les problèmes, les croisements du Conseil constitutionnel, les fiches. Le deuxième élément, l'élément sociologique, où il peut y avoir des mots d'ordre sociologiques pour empêcher les candidats d'entrer dans certaines zones, c'est arrivé. Le troisième élément était l'élément politique, le niveau de participation, l'éducation des citoyens à ce type d'exercice. Le quatrième élément était le niveau sécuritaire, où il y a des endroits où les gens seraient attaqués, où alors il y aurait des empêchements. Et puis, dernièrement, l'élément affectif. Alors, voici un pays qui tout le temps fonce droit vers une crise, sans qu'on puisse questionner ce pourquoi il y a eu des crises précédentes. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat interne aujourd'hui, mais tout ça en amont. On n'a plus de débat de qualité en Côte d'Ivoire. Le débat politique de qualité n'existe plus. C'est des choses qui s'anticipent, qui se discutent, qui s'organisent. Qu'est-ce qu'un débat de qualité politique? Mais le débat de qualité, par exemple, c'est regardez la question du parrainage. Les sachants disent il va y avoir problème. La moindre des choses, ce n'est pas de penser je suis RHGP, je suis PDCI, je suis PPACI. Mais c'est de dire, bon, où vous pensez qu'il peut y avoir problème, et puis on essaie de regarder ensemble. Mais on sait clairement qu'on s'en va vers un problème et on s'en va. Je vous donne un exemple. Il y a eu un problème ici en Côte d'Ivoire sur la question des nationalités. Il y a eu une guerre pour ça. Et il y a eu un compromis en allant aux élections. Mais ce débat n'a pas encore été totalement vidé. Ensuite, il y a eu le problème de la commission électorale qui n'inspire pas confiance à une partie des Ivoiriens. On n'a pas résolu le problème. On va aux élections. Et à ça vient s'agréger la question des listes électorales pour lesquelles certains partis s'opposent. On n'a pas résolu la question. Et on estime qu'on a moins de problèmes. On y ajoute la question du parrainage qui aujourd'hui divise à nouveau les Ivoiriens. Donc j'ai posé la question en avril lors du panel Bloomfield à l'Hôtel Ivoire. Est-ce que ce pays a une malédiction électorale? Ce n'est pas compréhensible qu'on aille de problème en problème sans chercher à les résoudre. Et moi, je regarde ce débat, je dis, c'est un débat événementiel. Il se passe quelque chose, tout le monde est là. Mais en tant que pays, avec toutes ces ressources humaines, anticipons sur ce type de débat, résolvons les problèmes, et puis on trouve la stabilité, pas pour le bénéfice des partis, mais pour la population ivoirienne. Daouda, question? Monsieur Vincent Tobiri, la question des parrainages, qui est à la base de ce problème, selon vous? C'est encore ça le problème. C'est maintenant que vous cherchez qui est à la base. Non. Oui, mais vous cherchez... je vous pose la question à dessein. Vous cherchez les responsables. Et nous, on dit... J'ai appris, là... J'ai appris, qui est à la base, j'ai appris comme vous, et d'ailleurs sur vos plateaux, que des partis politiques auraient proposé. Mais les élections, ce n'est pas les partis politiques, je vous dis ça tout le temps. C'est la population, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Si les partis se mettent d'accord pour partager le pouvoir, ce n'est pas pour le bénéfice du pays. Des partis auraient décidé de le faire, mais ce n'est pas les partis. Avez-vous été consulté en tant que population, en tant que société civile? Non, il y a un processus de prise de décision. Non, mais si on y va doucement, vous allez comprendre où je vais en venir, justement. Oui, justement. Parce qu'aujourd'hui, comme on nous l'a dit, la CEI est l'émanation de deux choses, la loi et des accords politiques. Des partis politiques sont allés s'asseoir ensemble pour décider cela contre vous et moi. Parce qu'on est tous victimes de ça, finalement. Mais avec ces partis politiques, ils ne disent absolument rien. Mais quand vous prenez la parole publique, elle nous engage. Vous ne dites pas clairement X parti politique, Y parti politique, et puis Z parti politique, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais quand vous parlez dans la généralité, il faut poser le... Si on veut régler le problème, il faut chercher à savoir d'où vient réellement le problème. Or, vous ne le faites pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une phase de fuite en avant? Les partis politiques font des propositions, c'est des partis, ce sont des regroupements de personnes, c'est des groupes d'intérêt. OK? Mais des populations, des membres de la population, tels que nous, qui ne sommes pas pour l'instant dans des partis, on dit qu'il y a problème parce que l'expérience du pays, parce que les expériences africaines ont toujours montré que ça mène vers le chaos. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas parti politique que je ne suis pas audible. Et on dit qu'il y a un problème. Tous les membres de la commission électorale qui font des missions internationales savent que ça, c'est compliqué. Peut-être qu'ils sont plus représentatifs que vous, sommes-nous des devins pour dire 4 mois, 1 an à l'avance ce qui va se passer, ça arrive? Non, c'est juste parce qu'on ne veut pas écouter. C'est des choses tangibles. Juste une dernière chose. Voilà. Est-ce que finalement, quand vous regardez un parti comme le PDCI, un parti comme le PPACI, un parti comme le RHGP, qui a un groupe parlementaire, qui représente le peuple, vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas d'élus quelque part. Est-ce que finalement, leur voix n'est pas plus audible que la vôtre? Monsieur Daouda, vous posez là la question de la démocratie représentative. La démocratie se structure autour de certains piliers. Les partis ne sont pas la finalité de la démocratie. Il y a les institutions. Et pourquoi on parle de société civile? C'est tout ça qui... Il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a le législatif, il y a les partis, il y a les populations, il y a les églises, les foi, les confessions. C'est ça qui fait un pays.
Mais vous réduisez la vie nationale aux partis politiques. Voilà pourquoi nous avons ces problèmes. Et nous, quand nous sommes devenus candidats, nous avons dit qu'on sort de la lutte des partis. Tous les partis ont un compte à régler les uns contre les autres. Nous, on dit qu'il faut mettre un terme à ça. Regardez la succession des 3 partis. Le PDCI a pris le pouvoir. Regardez ce qui s'est passé avec les autres partis. Ensuite, le FPI de l'époque. Ensuite, le RDR. Ensuite, le RAGP. Mais il faut qu'on arrête. Nous sommes un pays... Il y a un moment de questionnement. Mais on ne reproduit pas les crises tous les 5 ans. Et puis nous sommes contents de le faire. M. Vincent Taubira, on va écouter Pascal. Il y a une chose que je veux bien concéder à M. Vincent Taubira, c'est qu'effectivement, l'environnement, le contexte est aussi à la base de non seulement cette contestation, ces élections qui sont toujours facteurs de tension, de crise, et parfois, on l'a connu en 2010, de guerre, parce que c'est ce qui s'est passé. La CEI, comme l'échange tout à l'heure entre Daouda et Herman, qui disait qu'il est arrivé ici qu'un conseil constitutionnel, pardon du terme, se dédise quelques jours après, est-ce que finalement, vous qui avez été préfet d'Abidjan, donc qui étiez au ministère de l'Intérieur, si mes souvenirs sont bons, est-ce qu'il ne faut pas ramener l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, tout simplement, et faire confiance en cette institution, en cet outil public? Parce que la CEI, même quand elle a des règles, s'il faut à côté dire qu'il y a eu des accords politiques, ce que vous dénoncez, elle peut être arrivée au terme de ce qu'elle peut faire pour les élections en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne remarque, madame. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas une question d'institution. Si vous ramenez les élections au ministère de l'Intérieur et que les hommes ne sont pas capables d'assumer en toute responsabilité leurs tâches, s'ils sont biaisés, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, il y a certes les institutions, mais il y a les hommes, il y a l'éducation même politique. Il y a cette capacité à exécuter des fonctions sans influence et à dire le droit. C'est ça la réalité. Donc, des hommes sont influencés? Mais, écoutez, comment vous faites sans les hommes? Oui, non, je parle des hommes, je dis, il faut l'homme, il faut mettre l'homme au milieu de ces processus. Si vous demain vous créez le ministère, mais écoutez, le Sénégal, vous savez pourquoi le Sénégal a des élections que vous applaudissez? Le Sénégal a 5 organes qui organisent les élections. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la Commission électorale nationale autonome, il y a le ministère des Affaires étrangères pour les Sénégalais de l'étranger, il y a, la Cour d'appel qui collecte les voix pendant que le ministère organise techniquement. Et il y a comme ça 5 organes. Donc ça équilibre. Donc ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'institution, enfin ce n'est pas l'institution, je veux dire, ministère de l'Intérieur ou Commission électorale, ce sont les individus qui animent, qui sont capables de dire à la satisfaction du plus grand public, pas de tout le monde. Et si aujourd'hui le Conseil constitutionnel prend des décisions, et chaque fois qu'il y a une décision fondamentale, le pays a un problème. On se pose des questions. La justice a pour effet de créer la cohésion dans un pays. Et non pas chaque fois d'effrayer, de diviser. Très bien. Petite relance. Est-ce que vous seriez d'accord pour que le ou la présidente du Conseil constitutionnel, une fois nommée, soit inamovible? Non, ça ne se fait pas nulle part. Aux États-Unis, c'est différent. Je veux dire, il y a des organes où ceux qui sont nommés sont inamovibles, mais vous ne le feriez pas chez nous parce qu'on garantit, on bloque le mandat d'un président de la CEI, du Conseil constitutionnel, pour lui donner une sorte d'immunité et une sorte de protection dans sa fonction. C'est pourquoi la plupart des présidents des commissions électorales d'Afrique ont 6 ans le temps d'organiser une élection et partent. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le cas ici, qui sont protégés? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne rentre pas parce que je respecte les institutions de la République. Donc je ne rentre pas dans des jugements internes. Je parle du contexte général de fonctionnement. Je dis qu'il faut repenser le rôle de certaines institutions, sinon nous aurons toujours des problèmes. Revenons un peu à la question du Conseil constitutionnel sur ce qui a été fait. Il y a un principe de droit de base. C'est le principe contradictoire. Vous ne pouvez pas me dire, on a croisé tes fichiers, on a trouvé qu'il y a ceci. Il n'y a personne. Je ne suis pas là. Mes représentants ne sont pas là. Il n'y a pas quelqu'un avec qui on se met d'accord. Et vous m'opposez que j'ai eu tel élément. Mais il y a un principe contradictoire minimum. Et ce principe contradictoire fait partie de tous les instruments internationaux de droit auxquels la Côte d'Ivoire fait adhérer. Et ces principes sont plus forts que notre Constitution. Vous ne pouvez pas délibérer à notre insu. Jusque-là, peut-être qu'on va pas dans les réseaux parce qu'aujourd'hui l'habitude consiste à donner aussi. Mais que dit le droit ivoirien en la matière? Non, laissons, on va rentrer dans un débat technique compliqué pour les auditeurs. Mais je vais tuer un principe très simple. Les spectateurs. Il n'y a aucun procès, aucune audience ne s'est faite sans qu'on entende les différentes parties. Même si on peut discuter la décision. Nous n'avons pas été entendus, rien du tout. Nous apprenons comme vous devant la télévision que nous aurions fait ceci ou cela et que
on a estimé que 48 heures, on ne peut pas le faire. Vous savez ce qu'on appelle le parrainage? Mais comment on peut présager d'une capacité que nous avons mise en place? Mais donnez-nous la notification d'un problème, et à partir de là, on dit on peut le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous. Voilà. Mais, ok. Herman, question. Monsieur Toby, au-delà de vos grèves contre les parrainages, est-ce que le reste du processus électoral tel qu'il est enclenché ou est mené par la CEI, et, enfin, vous sied? Oui, il y a beaucoup de critiques. J'ai parlé du parrainage au début. J'étais le seul. Les partis ont dit, il y a même vous, certains dans vos plateaux qui ont dit non, c'est parce qu'il ne veut pas avoir ce parrainage. Non, je parlais en principe. Moi, j'ai commencé même avant vous. Hein. Oui, et deuxièmement, j'ai parlé du calendrier électoral, M. Herman. Actuellement, où je vous parle, la CEI n'a pas rendu public un calendrier électoral. Nous allons à une élection sans calendrier électoral. Et quand j'en parle, je trouve encore des gens qui viennent pour dire non, le calendrier électoral, c'est tout dans la Constitution. Mais il y a des débats qui sont du bon sens et il y a des débats qui sont de la science. Et quand je dis qu'il n'y a pas de calendrier électoral, c'est de la science. Un calendrier électoral, c'est toutes les opérations. Là, hier, vous avez vu la CEI a fait un communiqué sur l'accréditation des témoins. Et on a en train de communiquer sur la formation des observateurs. Donc vous nous dites que c'est pas un processus électoral. Vous dites qu'on va à volo, on n'a pas de calendrier, on fonctionne au jour le jour, oui, c'est ce que vous dites? C'est ce que j'ai écrit, vous avez lu il y a 2 mois de cela. Donc ce sont les choses qui empêchent d'avoir une lucidité, une clarté dans ce que la Commission fait. Il faut le calendrier électoral. Toutes les opérations dans une élection doivent être programmées à l'avance. Regardez, la Commission électorale, il y a 1 mois, appelle les partis politiques et leur dit les élections auront lieu en décembre. Mais ça ne se fait pas. Très bien. On commence un processus électoral, on appelle cela le cycle électoral. C'est-à-dire les élections présidentielles, législatives, locales sont programmées d'avance sur 1 an et demi ou même sur 3 ans. Donc vous savez à quoi. On peut modeler un peu les dates, mais on sait exactement. Mais ce n'est pas à coup de communiquer. Donc s'il y a une commission qui fait l'objet d'autant de doutes de la part d'une partie des citoyens, il faut qu'elle travaille dans le professionnalisme, qu'elle fasse. Il y a des principes universels pour les élections. Ce n'est pas discutable. Très bien. C'est comme ça. Ce sont des principes que nous tous, on a adoptés et auxquels on a adhéré. Donc il y a vraiment beaucoup de critiques à faire. Et dernièrement, si vous permettez, allez-y. Tout cela ne ressemble pas, apparemment, ce n'est pas une élection, c'est une composition. C'est-à-dire, nous allons, l'examinateur nous apporte des copies, on ne sait pas comment ça se passe, on rédige, on compose, nos feuilles s'en vont chez l'examinateur, qui a un barème que nous ne connaissons pas, et après nous regardons les résultats. Une élection, ce n'est pas cela. C'est l'inclusion, c'est la science, c'est l'organisation. Vous estimez qu'il n'y a pas d'inclusion mais j'étais sur votre plateau, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est la dernière relance, on va passer la parole. Une élection dans laquelle, il y a, pour des raisons diverses, qu'elles soient fondées ou pas, qu'il y ait des gens à côté, qu'ensuite, dans un processus électoral pareil, on ait une façon de décider de la validation des parrainages, de façon aussi, je dis, de cette façon-là, ça montre qu'il y a des problèmes. Et ça, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Mais le langage Herman, on va sortir. Herman, Dr Barry a une question à poser. Rapidement, il est visiblement opposé au ton que vous avez mis dans vos écrits à la suite de la proclamation des Je dis la même chose, je dis merci. Je ne conteste pas une décision de justice, parce que c'est le principe. Mais je dis 3 choses fondamentales dans mon message. Premièrement, j'ai eu 22 régions, 25 régions, dont 20 soumises à la commission électorale parce qu'elle demande 17. Donc je donnais beaucoup plus. Donc je remercie ces régions. Ensuite, je dis que la démocratie, c'est un long processus. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et enfin, je demande un peu de pudeur, d'intégrité, de probité dans la prise des décisions publiques. Je pense que c'est très clair. Mais je reste, comme vous le savez, respectueux de la loi. Je l'ai dit le jour du dépôt de ma candidature. C'est quand nous allons arriver au pouvoir que nous allons changer certaines. Mais pour l'instant, nous sommes dans la voie démocratique. Très bien. Et cette voie démocratique nous autorise à dire qu'il y a des faiblesses dans la voie démocratique que nous relevons. On écoute Dr Barry. Monsieur Toby Eri, on vous a bien entendu sur les parrainages. Aujourd'hui, vous n'avez pas été retenu. Vous avez accepté la décision du Conseil constitutionnel en tant que républicain. Aujourd'hui, le processus électoral rentre dans sa phase la plus critique. C'est celle bientôt de la campagne et du scrutin lui-même. Qu'est-ce qu'on doit attendre comme perspective du candidat Toby Eri? Est-ce qu'on va le voir aller soutenir l'un des candidats en lice ou bien le candidat Vincent Toby Eri se met en retrait complètement? Non, nous sommes ivoiriens, nous l'avons dit, nous participons au processus démocratique de toutes les façons, en étant d'ailleurs sur le débat de ce plateau et des autres plateaux qui vont venir. Nous faisons des propositions, nous parlons à tous les partis politiques. Là même, je sors d'une réunion avec un leader politique qui m'a invité, comme les autres leaders. Donc ça fait partie du jeu. Nous avons été recalés aujourd'hui, mais nous avons foi en l'avenir. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République, qui pose sa candidature pour un 4e mandat, quelqu'un qui a fait 18 ans d'opposition.
Il a connu tous les actes de l'opposition, il a connu toutes les persécutions pendant 18 ans. Il est aujourd'hui président de la République. Le président Laurent Gbagbo est allé en exil, il a connu des personnes, il est devenu président de la République. Le président Donald Trump a connu tout ce qu'il y a, même aux portes de la prison. Il est aujourd'hui président. Un processus politique est un cheminement. Et nous avons la patience de faire ce cheminement, mais nous voulons être suffisamment responsables pour dire que dans ce cheminement, il y a des choses qu'on peut éviter. On n'a pas besoin de faire 40 ans parce que les autres ont fait 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des instruments universels. Donc nous nous inscrivons, nous participons. Quant aux candidats à soutenir, je ne connais pas le projet, je connais le projet d'aucun de ces candidats. Ils ne vous ont pas contacté? Mais non, mais ils sont des candidats, pourquoi ils vont me contacter? Je Vous disiez que vous avez fait des réunions. Non, je vois les partis politiques. Quand je dis partis, je parle des partis, ceux qui sont dans la course comme ceux qui ne le sont pas. Je n'ai aucun projet. Je soutiens un candidat en fonction de son projet pour la Côte d'Ivoire, qui est proche du projet pour lequel mon groupe et moi, on s'est engagés. Il y a un projet qui a des piliers d'éducation, d'emploi, de jeunesse, de beaucoup d'autres aspects. Je ne connais pas le programme. Et ça se discute en comité. Nous allons décider ce que nous allons faire, si nous restons en retrait, si nous soutenons. Mais tout est ouvert pour nous. Mais nous entendons bien faire entendre notre voix dans le processus démocratique ivoirien, parce que nous pensons que nous avons au moins l'avantage de comprendre certaines dynamiques et que nos propositions sont pour la Côte d'Ivoire et non pas pour le RHDP, le PDCI, le PPACI, mais pour les Ivoiriens de base qui aspirent à la paix, qui aspirent au bonheur et qui aspirent à de nouveaux horizons de clarté pour tout le monde. Il nous reste 4 minutes, on fait un nouveau tour de table avec le temps. On commence par vous, Daouda. M. Vincent Tobi a dit tout à l'heure qu'il a foi en l'avenir. Mais je pense que vous n'avez pas foi en nos magistrats, parce qu'à vous entendre, vous pensez qu'il manque de probité. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Non, je dis un pays... Non, vous allez... Non, M. Tobi... Il termine sa question et puis vous répondez. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Allez-y, Daouda. Parce que dans vos propos tout à l'heure, vous dites ceux qui incarnent nos institutions, il faut qu'ils fassent preuve de probité. Mais quand vous le dites, est-ce à dire que mettre la magistrate Camara, présidente du Conseil constitutionnel, manque de probité? Est-ce à dire que M. Cuibier manque de probité? Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Parce que plus loin, vous dites que la justice ne doit pas être là pour effrayer les populations. Ça veut dire quelque part, en sous-entendu, que la justice est dans les ordres. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? C'est le principe de la vie du pays. Je vais vous dire d'abord. J'ai écrit, noir sur blanc, que l'être ivoirien, c'est celui qui a besoin aujourd'hui qu'on lui donne de l'argent avant d'aller balayer son village. L'être ivoirien, c'est celui qui parraine plusieurs candidats à la fois pour plusieurs raisons qu'il a et qui met ses candidats en porte-à-faux. L'être ivoirien, ce sont les institutions, c'est tous les administrateurs, c'est toutes les différentes administrations. Je parle de la Côte d'Ivoire entier. Je ne vise pas un corps particulier. C'est l'ensemble du corps ivoirien qui a besoin d'une révision pour pouvoir avancer. Et je parle de toutes ces personnes. Donc, je ne m'attaque pas particulièrement à un corps. Parlant alors de probité, les 100 tablettes, vous les avez rendues? Nous avons rendu 97 tablettes. Nous avons rendu 97 tablettes sur 100 tablettes. Et les 3 autres où sont? Parce que c'est l'argent du contribuable. Oui, mais vous savez, allez demander à la commission électorale ce qui est en train de faire les discussions. S'ils vous ont dit le nombre de tablettes... Je vous ai posé une question. Mais je vous réponds. C'est vous qui... Non, on aimerait comprendre... Si, je vous ai posé une question. Okay. Est-ce qu'on a un challenge avec les tablettes? On aimerait comprendre. Oui, parlons de tablettes. De quoi s'agit-il? Oui, rapidement, Daouda, et puis il va répondre à la question. Dernièrement, la CEI a demandé à ce qu'on retourne les tablettes. M'appuyant sur le communiqué qui demande le retour des tablettes, je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez rendu vos tablettes? Vous dites, j'en ai rendu 97. On va l'écouter maintenant. Et je dis maintenant, il en reste les 3 autres. Qu'en est-il? On va l'écouter. Allez-y, monsieur. Je répondais comme un interrompu. Vous entendez que la CEI m'a parlé. Oui. M. Tobi, vous êtes dans un procès en sorcellerie. On va l'écouter. Je ne suis pas sorcier. Allez-y, monsieur Vincent. Allez-y, monsieur Vincent. Parce que vous m'avez parrainé, je ne serais pas parrainé par vous si j'étais un sorcier, n'est-ce pas? Bien entendu. Donc ne me faites pas un procès en sorcellerie. Vous savez que les tablettes, comment se passe? Nous, on a fait nos parrainages dans les zones rurales, où il n'y a pas de réseau. Et c'est pour cette raison que justement que pratiquement tous les candidats qui ont fait le parrainage l'ont fait de façon manuelle. J'ai même apporté le registre physique ici pour vous montrer, mais on n'en a pas parlé. Donc le retour des tablettes n'est pas facile de ces zones rurales, parce que même les gens qui ont été sur terrain... Mais nous avons réussi quand même à retourner 97 tablettes qui ont été données, on a eu un décharge. Et les 3 autres, nous continuons à les repérer. Mais ça arrive dans un processus, c'est du matériel que vous donnez à des gens qui s'en vont. Vous avez beaucoup de régions en même temps. Donc c'est des facteurs risques qui sont intégrés. D'ailleurs, on a posé la question au président de la commission électorale le jour où on a distribué les tablettes. Mais d'accord, mais revenons à un autre élément. Tout le monde dit, les tablettes n'ont pas marché, les tablettes n'ont pas marché. Personne ne s'interroge, mais pourquoi les tablettes n'ont pas marché? C'est l'argent. Pourtant, 4 candidats ont réussi. Monsieur Daouda, laissez-moi finir. Non, Daouda, ça n'a pas marché pour vous, mais il y a 4 candidats qui ont réussi à faire... Écoutons-le. Donnez-moi la preuve. Mais les 4? Mais c'est pas vrai, monsieur Daouda. Donnez-moi la preuve. Donc vous êtes là-bas pour savoir que ça n'a pas marché pour eux. D'abord, qu'il a dit. Quelle est la source? On va l'écouter. Quelle est la source de ce que vous dites? C'est pas vrai du tout, je vous le dis. Tout le monde a recouru. Vous savez pourquoi? Vous parlez du parrainage, vous savez ce que c'est? Le parrainage, c'est une approche politique.
Parce qu'il faut choisir les zones. C'est une approche technique, il faut avoir les hommes pour le faire. C'est une approche sociologique, il faut voir les régions avec les ethnies où on le fait. Et puis c'est une approche scientifique, les outils que vous utilisez. Chaque individu qui parraine a 15 indicateurs, 15 variables qu'on doit remplir sur la fiche. Vous comprenez? Je vous mets au défi de me donner un seul candidat qui ait tous ses parrainages par tablette biométrique. D'abord, les tablettes, c'est des puces. Vous savez ça? On nous donne 100 tablettes. Et 100 tablettes, vous avez la charge de payer les puces. Donc, vous avez, les règlements vous empêchent d'avoir 2-3 puces. Donc, vous avez 100 tablettes, vous devez avoir 100 puces en quelques jours. Et vous vous débrouillez avec tout ce que vous connaissez pour avoir une puce par personne. Et vous mettez les puces dans les tablettes. Et vous mettez des gigas, 50 gigas. Et vous allez maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une puce. Vous avez 3 puces par tablette parce que vous allez dans des endroits où vous avez Move, des endroits où vous avez Orange, des endroits où vous avez MTN. Donc, ça dépend du réseau. Mais vous arrivez, mais ça ne marche pas. En plus du fait que ça ne marche pas, quand vous arrivez, il y a le fait que chaque fois que vous êtes à 15-20, ça se bloque. À 15-20, quand vous êtes, dès qu'il y a une sorte d'afflux, il y a un bug. Donc c'est ce qui a retardé d'ailleurs le parrainage. Ça fait que c'est au bout de la 3e, 4e semaine que certains l'ont fait. Maintenant, ceux qui ont commencé le parrainage en retard, ils ont fait le physique, qui est fastidieux. On écrit, on prend des cartes intelligentes, les cartes. Ensuite, on vient en ville. Quand on a le réseau, on lance le numéro qui reconnaît le numéro de l'électeur sur le serveur de la CEI avant de continuer. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous parlez du parrainage sans savoir réellement techniquement comment ça s'est passé. Et maintenant, je répète, pourquoi les tablettes de la CEI n'ont pas marché? Pourquoi? Alors, le contribuable ivoirien met son argent, on fait un budget, on a la commission électorale, qui passe un marché. Et les tablettes ne marchent pas. Et personne ne me dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Justement, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Techniquement, ça ne marche pas. Tout le monde l'a dit. Oui. Les tablettes ne marchent pas. Personne ne demande pourquoi ça ne marche pas. C'est l'argent du contribuable. C'est du gaspillage qu'on a fait, parce que ça n'a pas marché finalement. Ensuite, est-ce que c'est pas parce que vous avez refusé de l'utiliser? Comment le marché a été passé de ces tablettes? Qui est attributaire de ce marché? Non, là, on va dire mais c'est important. On va l'écouter. Parce que c'est des instruments techniques qui localisent. Chaque fois que vous avez les tablettes, on sait où vous êtes, on sait combien de personnes, on sait les transferts. D'ailleurs, nous pensons que les instances qui ont statué n'ont peut-être même, pour certaines, pas pris les chiffres obtenus sous le côté biométrique. Qui a fait le marché? Parce qu'il y a une implication politique. Parce que quand vous parrainez, vous remettez ça ici. Il n'y a que la commission électorale qui sait le nombre que vous avez. C'est tout ça, c'est technique. Il nous reste une minute. Le fichier que vous avez, le fichier que vous avez, est-ce que vous permettez, vous le mettez à notre disposition pour qu'on puisse aller le vérifier, le contrer avec d'autres fiches, avec d'autres... C'est pour moi. Ça, c'est mes documents. On peut faire une photocopie, hein? Oui, mais bien sûr, c'est public. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Vous voyez? Monsieur Vincent Tobi. Vous permettez une seule remarque, Daniel? Vous allez le faire, mais je voulais vous dire en même temps que vous terminez avec votre mot de fin. Il nous reste une minute avant d'aller au journal. Allez-y. Vous savez, le parrainage nous a montré, c'est difficile le parrainage. Mais on a vu que ce n'est pas seulement facile pour nous. Regardez le président Alassane Ouattara. Regardez, j'ai passé une vidéo, je crois que je vous envoie la vidéo, M. Daouda. Le président Alassane Ouattara, qui aspire à un 4e mandat, est assis devant la commission électorale. Et je fais attention, je regarde le reportage de la RTI à la 4e minute, 20e seconde. Et je suis éberlué parce que je vois. Le RHGP donne au président Alassane Ouattara 85 668 parrainages. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président Alassane Ouattara et son parti ne lui a pas offert même 1% de l'électorat national, même si les 17 le qualifient. 1%. Et quand vous regardez encore le document, quand le président Ouattara est assis, vous regardez le tableau, il y a une petite case en rose. Rose, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit le numéro n'est pas bon, soit c'est doublon. C'est ça dans le fichier Excel que la CEI a conçu. Donc, le RHGP a réuni comme parrainage pour le président Alassane Ouattara, dans l'ensemble, de façon agrégée, 0,97% de l'électorat national, puisque l'électorat national est de 8 761 348. Donc, oui. Donc, or, le RHGP a donné 85 668. Et le 1% en principe, c'est 87 613. Nous, sans structure politique, nous avons déposé à la CEI 36 268 parrainages qui représentent 42% d'une grosse structure telle que le RHGP. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit que dans ces élections, il y avait quelque chose à jouer, qu'il y a de l'espoir, il y a des attentes pour les populations qui ont des préférences pour des acteurs nouveaux tels que nous. On termine. Messieurs, dames, oui. Je vous en prie. Il a déjà dit. On est obligé de terminer. On va terminer. Monsieur Vincent Tobi, rapidement, un dernier mot, s'il vous plaît. Le mot, c'est la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons pas des partis politiques. Nos principes, c'est la Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas que tout le temps, à chaque élection, il y ait autant de fébrilité, autant de violence, autant de suspicion. Nous voulons que ce pays arrive enfin dans une ère de paix où, pendant les élections, chacun joue son jeu, exprime ses idées, et puis on passe à autre chose. On n'a pas besoin tout le temps d'être dans ces menaces, dans ces intimidations, dans ces accusations, pour un pays qui se développe. Autant on construit les ponts et les bâtiments,
autant on construit l'âme humaine, on construit la liberté, la démocratie. C'est plus solide que les bâtiments parce que c'est ce fondement qui rend plus fort toutes les constructions que nous avons au-dessus. Merci beaucoup d'être venu, M. Vincent Tobé. Vous êtes homme politique et vous étiez là pour réagir après la décision du Conseil constitutionnel vous concernant. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On part au journal présenté par Isabelle Vauvor. À tout à l'heure. Je pense à mon passé. Quand l'élégance du logement devient accessible pour tous à Ebimfe, dans une somptueuse cité de 406 logements, accès facile et entièrement bitumé. Des villas basses, des appartements duplex, aux commodités exceptionnelles et modernes qui traversent le temps. Livré, clé en main. Je dis bien, livré, clé en main. JAR Industrie Côte d'Ivoire, bâtissons ensemble le cadre de vos plus belles histoires de vie. Pour les visites, chantiers et informations, contactez-nous. WhatsApp, appel 07 03 94 03 14. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré de douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. Is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. Septembre, seulement avec Canal+. Ravi d'être de retour. On va bien s'amuser. Vous divertir est mon unique souhait. Il faut vivre dangereusement. Vous n'êtes pas d'accord? Tout est un combat. Cinéma, sport, séries et grands spectacles. En ce moment, le décodeur HD est à 1000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Déjà la rentrée avec le groupe Life. Établissement scolaire, université ou entreprise dans le secteur éducatif, boostez votre visibilité pour la rentrée des classes avec une offre exceptionnelle sur Live TV et Live Radio. Découvrez notre package en contactant le service commercial au 07 08 37 66 34 07 10 00 78 07. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Live TV, la télé sans filtre. Dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, à travers l'Office du service civique national, a travaillé à la resocialisation de 650 jeunes au sein des centres de service civique de Boaké 1 et Boaké 2. Au terme de cette formation, il se tiendra le vendredi 12 septembre 2025 à partir de 9h sous la présidence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, la cérémonie de fin de formation des stagiaires volontaires au sein du centre de service civique de Boaké 2, le centre Thiofosier. Population de Boaké et des alentours, vous y êtes tous invités. Infoline 07 02 67 67 67. Je suis une jeune cunicultrice passionnée. En 2020, de retour au pays, j'ai été confrontée au chômage. J'ai eu la chance de bénéficier d'un financement d'un montant de 13 800 000. En reproduction, on aura 180 reproducteurs et en engraissement, 1200 lapins vendables en 6 semaines. Je suis Diabaté Alimata Saadia. Je suis l'exemple parfait que l'État agit avec nous, pour nous. Tout de suite sur Live TV.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information qui signe l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 11 septembre 2025 au sommaire. Présidentielle 2025, Pascal Affi-N'Guessan dénonce son exclusion qu'il qualifie d'imposée par le pouvoir en place. Concernant le travail des enfants, la Côte d'Ivoire renforce ses dispositifs de lutte et accélère la mise en œuvre des engagements internationaux. À l'international, précisément au Ghana, le président Mahama ouvre les portes du pays aux populations de l'Afrique de l'Ouest expulsées des États-Unis. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a tenu une conférence de presse aujourd'hui, 11 septembre 2025, au siège du FPI à Abidjan. Lors de cet échange, il a vivement évoqué la décision du Conseil constitutionnel rejetant sa candidature à l'élection présidentielle en dénonçant une manœuvre politique orchestrée par la majorité au pouvoir qui, selon lui, vise à l'écarter. Il a également insisté sur le fait que ce rejet n'était pas fondé sur des raisons objectives, affirmant avoir recueilli largement le nombre requis de parrainage, contrairement à certains candidats indépendants. L'essentiel de son intervention dans cet élément d'André Sémian, Ahmed Badini et Cécile Itoni-Silla. Pascal Affi-N'Guessan, leader du Front populaire ivoirien, FPI, encaisse un véritable coup dur. Sa candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel le 8 septembre dernier pour défaut de parrainage. Le président du FPI exprime sa profonde déception et dénonce une décision qu'il juge injuste, évoquant une possible manœuvre politique. Il rappelle qu'il avait pourtant obtenu les parrainages nécessaires lors de la présidentielle de 2020. Affi-N'Guessan conteste fermement cette invalidation qu'il considère comme un obstacle à sa participation politique. Lundi dernier, nous avions le sentiment d'être brusquement transportés sur une autre planète. Aucune des données livrées dans l'arrêt du Conseil constitutionnel ne correspond en effet à notre dossier de parrainage. Le Conseil constitutionnel nous attribue, quand on fait le total, 46 546 parrainages. Alors que sur la clé USB déposée à la CEI, le chiffre s'élève à 44 382 parrains dans 20 régions et non 30 régions, comme le dit Madame la Présidente du Conseil constitutionnel. Ce n'est évidemment pas acceptable. Il est donc évident que le dossier de parrainage analysé par le Conseil constitutionnel pour révoquer notre candidature n'est pas celui que nous avons déposé à la CEI. Acteur majeur de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan rejoint la liste des leaders exclus de la présidentielle, aux côtés notamment de Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Initialement candidat pour l'élection d'octobre 2025, il espérait voir sa candidature validée afin de présenter son programme et rivaliser avec le candidat du parti au pouvoir. Refusant la décision du Conseil constitutionnel, le président du FPI annonce des mesures de contestation. J'ai donc décidé de saisir le procureur de la République et de porter plainte contre X. Je demande une enquête. Que la justice recherche qui est à l'origine de cette falsification. La commission électorale indépendante doit réparer cette erreur et en tirer les conséquences. En attendant, je demande au tribunal qu'il requiert de la CEI la suspension du processus électoral, le temps pour lui de se prononcer sur le fond. Le parrainage est un instrument qui a été conçu pour se prémunir des candidatures fantaisistes. Il ne doit pas devenir une arme d'élimination massive des candidats sur la base d'erreurs de transmission, qu'elles soient involontaires ou volontaires. Bien que la décision de la plus haute juridiction du pays soit définitive et sans possibilité de recours, Pascal Affi-N'Guessan espère néanmoins un réexamen de son dossier par le Conseil constitutionnel. Le leader du FPI nourrit toujours le rêve de s'installer un jour au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Et il n'est pas le seul, l'autre grande figure de l'opposition, Cheikh Tidiane Thiam, connaît le même sort. Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain. À la surprise générale, Cheikh Tidiane Thiam, président et candidat unique du PDCI-RDA, en a été exclu. Ce jeudi 11 septembre, à la maison du parti à Abidjan, Cocody, la haute direction du PDCI-RDA, a donc tenu un point de presse pour dénoncer la disqualification de son président de parti, Spencer Ilanga, Amy Boudier. Le PDCI exprime ses inquiétudes concernant le processus électoral, évoquant un possible dysfonctionnement lié à la révision annuelle de la liste électorale prévue pour 2025, qui, selon le parti, n'aurait pas eu lieu malgré les 27 milliards de francs CFA alloués à la CEI. Le Conseil constitutionnel
est critiqué pour avoir pris une décision jugée contestable par le parti, en ne tenant pas compte, selon lui, d'une décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU relative aux droits politiques de Cheikh Tidiane Thiam. Le PDCI fait également remarquer que d'autres figures de l'opposition, telles que Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan et Vincent Aubirier, n'ont pas été retenus, ce qui, d'après le parti, pourrait refléter une volonté de limiter la concurrence électorale. Le PDCI-RDA invite également la communauté internationale à suivre attentivement l'évolution de la situation démocratique et de la stabilité du pays. En conclusion, le parti affirme sa conviction que la solidarité et l'unité du peuple restent des atouts essentiels et se dit déterminé à poursuivre ses efforts pour une Côte d'Ivoire réconciliée, démocratique et prospère. Mais au-delà des tensions politiques, d'autres défis préoccupent le pays, notamment sur le plan économique. Ce matin, l'Impact Dialogue a réuni acteurs du secteur privé et investisseurs autour d'un même objectif, renforcer l'écosystème de l'investissement à impact en Côte d'Ivoire. Cette rencontre organisée par la Task Investing Côte d'Ivoire en partenariat avec notamment le Programme des Nations Unies pour le développement a servi de cadre d'échange et de réflexion. Tchélina Lebonsoro nous en dit davantage dans ce compte rendu commenté par Spencer Ilanga. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé pour la mobilisation de capitaux, favorisant le développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des projets à fort impact. En termes de création d'emplois, de réduction de la pauvreté et de réalisation des objectifs de développement durable. Des organisations telles que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA contribuent à cet élan de manière diverse, en soutenant l'investissement privé et en finançant des infrastructures stratégiques à travers le pays. On offre au secteur privé toutes les informations stratégiques dont il a besoin pour faire le pas de l'investissement. Toutes ces informations stratégiques sont intégrées dans une plateforme qu'on appelle la carte de l'investisseur, qui est aujourd'hui en ligne. Beaucoup de pays l'ont fait, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, depuis mars 2025, la Côte d'Ivoire dispose de son SDG Investor Map avec l'appui du PNUD. C'est une plateforme qu'on peut explorer. De ce fait, en collaboration avec le GSG Impact, nous souhaitons vivement que ce mécanisme de financement soit effectif et accompagne les PME et start-up ivoiriennes. La Côte d'Ivoire organise un atelier de réflexion qui réunit tous les acteurs du développement. L'objectif est de créer une task force Impact Investing Côte d'Ivoire, chargée de préparer la candidature du pays pour devenir partenaire de la GSG Impact, une organisation mondiale indépendante qui travaille pour un avenir meilleur pour les populations et la planète. Cette task force permettra à la Côte d'Ivoire de développer son action dans plusieurs domaines: l'investissement et le financement, l'intermédiation financière, la gouvernance et la réglementation, ainsi que le développement du marché et des services professionnels. Pour les prochaines étapes, nous allons continuer à avoir des séries de rencontres où nous allons discuter de façon intentionnelle autour des défis, des barrières et des opportunités, et ensemble définir une feuille de route pour que d'ici 6 à 8 mois, on puisse lancer de façon formelle Impact Investing Côte d'Ivoire, qui sera l'entité accréditée par GSG. Et l'idée, c'est que cette entité, avec tous les acteurs de l'écosystème, puisse travailler activement ensemble. La task force qui sera mise en place aura pour mission la coordination, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation des actions entre les différents acteurs. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et l'ensemble du gouvernement ivoirien s'engagent à apporter tout l'appui nécessaire au partenariat avec la GSG Impact et la task force. Les pays anglophones d'Afrique tels que l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et la Zambie ont pris une avance notable en matière d'investissement à impact. La Côte d'Ivoire, avec un écosystème en pleine effervescence et un rôle leader régional, se positionne également comme un acteur clé pour mobiliser des capitaux à impact dans la sous-région.
Tout autre chose, à présent, à travers le monde, 160 millions d'enfants sont encore contraints de travailler, soit près d'un enfant sur 10. Pour inverser cette tendance, l'Organisation internationale du travail a institué depuis juin 2002 la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. En Côte d'Ivoire, cette journée a été célébrée hier mercredi 10 septembre 2025 à Abidjan par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en présence de la Première Dame Dominique Ouattara qui a appelé à intensifier les efforts pour éradiquer ce fléau. Les détails de cette journée, c'est avec André Sémian, Ahmed Badini et Karel Dablé. Ces dernières années, les conflits, crises et pandémies ont plongé encore plus de familles dans la pauvreté, contraignant des millions d'enfants supplémentaires à travailler. En Afrique, près de 94,5 millions d'enfants étaient concernés par le travail en 2024, dont 28 millions exposés à des travaux dangereux, selon l'UNICEF. Il est urgent d'agir. La Journée mondiale contre le travail des enfants vise à alerter gouvernants, autorités locales, sociétés civiles, organisations syndicales et employeurs sur l'ampleur du phénomène et à définir des lignes directrices pour son élimination. À Abidjan, cette journée a été organisée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La Côte d'Ivoire poursuit ses efforts afin d'éradiquer le travail des enfants. Dans ce sens, afin de consolider les acquis des précédentes initiatives et dans le but d'adresser les défis actuels, notre pays a élaboré un 4e plan d'action nationale de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants 2025-2029. La célébration, placée sous le thème « Les progrès sont visibles », mais il reste beaucoup à faire, accélérons nos efforts, se veut un message d'espoir pour les enfants, encore contraints au travail, souvent exposés à des violences physiques et morales. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire enregistre des avancées notables, mais les autorités veulent intensifier la lutte. C'est dans ce cadre qu'un plan quinquennal de lutte contre le travail des enfants, doté de plus de 165 milliards de francs CFA, a été lancé. La Première Dame, Dominique Ouattara, engagée depuis longtemps dans cette cause, réaffirme sa détermination à aller plus loin pour protéger les enfants et garantir leur droit à une enfance sûre et épanouie. Je reste convaincue qu'éliminer le travail des enfants dans notre pays est possible et pour cela, nous devons rester vigilants et mobilisés. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à combattre ce fléau pour l'avenir des enfants vivant dans notre pays avec l'aide de tous nos partenaires. Le travail des enfants perpétue le cercle vicieux de la pauvreté car il empêche ceux-ci d'acquérir les compétences et l'éducation nécessaires pour améliorer leur avenir. Il constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux, tels qu'inscrits dans la Convention des droits de l'enfant, adoptée en 1989, et représente un obstacle considérable au développement durable. Ailleurs dans le monde, le Ghana accueille des migrants expulsés des États-Unis. La CEMAC change de présidence à Bangui. La liberté de la presse connaît un recul historique dans le monde. Et au Népal, l'armée reprend la main après 2 jours d'émeutes meurtrières. On fait le point avec Aïcha Crépi, Yann Espiard. Les ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis trouveront refuge au Ghana. Une main tendue du président John Dramani Mahama qui produit déjà ses fruits. 14 personnes, dont des Nigérians et un Gambien, ont été accueillis par les autorités ghanéennes. Accra s'est même entendu avec Washington pour recevoir d'autres migrants en situation irrégulière dans le cadre de la politique migratoire dure du président Donald Trump qui multiplie les expulsions vers le continent africain. À Bangui, les 6 chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont tenu du 9 au 10 septembre 2025 leur session extraordinaire. Le centrafricain Faustin Archange Touadéra passe la main au Congolais Denis Sassou Nguesso dans le cadre de la présidence tournante à la tête de l'institution financière. Les dirigeants de cette sous-région affichent leur ambition, renforcer l'intégration économique, améliorer la coopération sécuritaire et favoriser la libre circulation des personnes et des biens, malgré de nombreux défis liés à la dette, au chômage et au climat d'instabilité. À l'échelle mondiale, la situation de la démocratie inquiète. Selon un rapport publié par International IDEA, la liberté de la presse a connu entre 2019 et 2024 sa plus forte dégradation depuis un demi-siècle. Plus d'1 pays sur 2 a reculé sur cet indicateur clé, avec des cas particulièrement alarmants en Afghanistan, au Burkina Faso, en Birmanie ou encore en Corée du Sud. Désinformation, concentration des médias et pression politique menacent gravement le pluralisme. Enfin, au Népal,
Après 2 jours d'émeutes meurtrières qui ont fait au moins 19 morts et des centaines de blessés, l'armée a repris le contrôle de Katmandou. Le Premier ministre K.P. Sharma Oli a démissionné sous la pression d'une contestation menée par la jeunesse exaspérée par la corruption et le manque d'emploi. Un couvre-feu est en vigueur et des pourparlers sont en cours avec les représentants des manifestants, tandis que le pays reste marqué par l'évasion massive de plus de 13 000 prisonniers. Ainsi s'achève cette édition. Nous rappelons que le monde entier continue d'exiger vigilance, dialogue et résilience. La mobilisation collective demeure essentielle pour protéger les droits et l'avenir des enfants. Merci de votre fidélité. Le Grand Talk se poursuit maintenant. Bonsoir. Avec Momo, les nouvelles sont bonnes. Vos frais de retrait sont à 0%. Pour tout retrait validé à partir de l'appli Momo. La totalité des frais prélevés sont remboursés en 48 heures. Télécharge ton appli Momo sur le store de ton choix et profite d'opérations 100% gratuites. Momo, c'est simple, rapide et sécurisé. Investir, innover, transformer, maintenant. Rendez-vous les 29 et 30 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire pour la CGC Academy 2025. Thème, souveraineté économique, le temps de l'action. Pays invité, le Maroc. Entrepreneurs, investisseurs, décideurs, venez débattre, réseauter et propulser vos projets. Pass CEO, 300 000 francs. Pass Young CEO, 150 000 francs. Infos et inscriptions sur www.cgcacademy.org. Infoline 07 49 49 79 79. Notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays. Grand par l'engagement au travail de ses filles et de ses fils. Véritables artisans de sa grandeur. Grand par son histoire. Grand par la créativité et le dynamisme de sa jeunesse. Et l'incroyable optimisme des Ivoiriens. Grand par la joie de vivre. Grand par sa culture qui rayonne au-delà de nos frontières. Grand par ses ambitions de développement et son poids économique. Grand par ses infrastructures qui se modernisent. Une vision portée aujourd'hui par un leadership qui inspire, qui motive, qui gagne. Dans la stabilité et dans la paix. Fiers Ivoiriens, contribuons tous à consolider notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Quelles sont les réactions au total des téléspectateurs vis-à-vis du documentaire de Serge Billet, Mandela et Thérèse? Il est là pour nous en parler. Bonsoir Serge. Bonsoir Christelle. C'est nous qui allons vous poser des questions des téléspectateurs justement sur les motivations profondes que vous aviez eues justement à l'effet de réaliser ce documentaire. Mais avant, bande-annonce pour rafraîchir la mémoire de tous et on revient pour le débrief. En 1973, au plus fort de l'apartheid, le président Félix Houphouët-Boigny crée la polémique en ouvrant le dialogue avec le pouvoir blanc en Afrique du Sud. Je préconise la voie du dialogue. C'est lent, c'est long,
Mais je ne vois pas mes frères africains s'engager dans une guerre contre l'Afrique du Sud. En 1974, le premier ministre sud-africain John Vorster, partisan pur et dur de l'apartheid, atterrit secrètement en pleine nuit à Yamoussoukro. Il est reçu par Houphouët. À l'époque, j'ai senti, par rapport à cette visite, un gros malaise, qu'il s'était passé quelque chose de sombre. Un avion qui atterrit le soir en provenance de l'Afrique du Sud. Tout le monde savait qu'il y avait l'apartheid dans ce pays. En 1975, Houphouët envoie le ministre Laurent Dona Fologo en visite officielle à Pretoria. C'est une première. Le voyage a été préparé de longue date par cet émissaire sud-africain. Il venait rencontrer le président Houphouët. Et en fait, on préparait cette visite, on préparait ce que moi j'appelle maintenant en termes un coup médiatique. En 1990, après 27 ans de prison, Nelson Mandela est libéré. Reçu par Houphouët à Yamoussoukro, il devient président de l'Afrique du Sud 4 ans plus tard. Il est élu, il accepte de faire un seul mandat et pourtant, malgré son âge, il pouvait continuer à mourir au pouvoir. En 1996, Nelson Mandela fait escale à Abidjan. Il s'entretient avec le président Henri Konan Bédié et lui manifeste son intérêt pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais comment faire passer le message? Voilà, la mort d'Houphouët-Boigny, les rapports, c'était de notoriété publique entre le président Bédié et l'ex-première dame. Les rapports n'étaient pas au beau fixe. Quelques semaines plus tard, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny se rend en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela. Comment s'est passé le voyage? Qui lui a transmis le message? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, parce que les questions diplomatiques relevaient du gouverneur Guinéré. Ça va être peut-être lui, ou bien alors notre ambassadeur en Afrique du Sud, à Koto-Yao. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire de Serge Abilé, en exclusivité mondiale sur VivaStream, en téléchargeant l'application VivaStream sur App Store et Play Store. Coût unique, 5000 francs CFA en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Thérèse et Mandela, l'histoire secrète entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Documentaire événement qui met donc en relief les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Alors Serge Billet, je vous donne une question de nos téléspectateurs. Pourquoi avoir choisi de dévoiler cette partie intime? Au-delà de... On reviendra sur l'aspect politique des relations Houphouët-Boigny, de Klerk, Mandela, sa présence en Côte d'Ivoire en 1996. Mais dans ce documentaire, vous mettez également en lumière une partie de la vie de notre Thérèse Houphouët-Boigny, cette grande dame, une partie que le public ne savait pas forcément. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on me repose la même question que pour le film de cette femme de Félix Houphouët-Boigny. Yes, je pense qu'on va y aller. Et j'ai l'impression qu'il faut répondre de la même façon. Vous savez, les hommes... Je termine la question de téléspectateur, Serge. Alors, est-ce par devoir d'historien ou pour scandale? Non. C'est la question qui a été posée. De toute façon, il n'y a pas de scandale dedans, donc c'est pas un drame. Bien sûr qu'on a un devoir de vérité, ce qu'on appelle un devoir d'inventaire sur tous ceux qui nous ont gouvernés ou qui font partie des cercles du pouvoir. C'est vrai qu'on a tendance, en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, à déifier les gens qui sont dans les cercles du pouvoir. On le voit d'ailleurs encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. On a tendance à déifier. Donc ça veut dire quoi, les déifier? C'est-à-dire qu'on les met sur un tel piédestal qu'on estime qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que ce qu'ils veulent nous dire. Non, ils font partie de l'histoire de ce pays et ils ont géré ce pays, que ce soit aux côtés du président ou que ce soit donc le président lui-même, ils ont géré ce pays. Et parce qu'ils ont géré ce pays et qu'ils ont des contraintes vis-à-vis de nous, et nous devons aussi savoir qu'ils ont des contraintes vis-à-vis de nous, mais nous devons aussi savoir ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Donc naturellement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que lorsqu'on a été femme d'un président de la République et qu'il décède, et qu'on est veuve, on n'a plus droit à une vie? Ça veut dire quoi? C'est justement. Or, justement, on n'est pas attaché uniquement donc, à une personne. On peut avoir donné sa vie à une personne et à un pays. Mais après, la question aussi qui se pose, c'est comment est-ce qu'on se reconstruit? Qu'est-ce qu'on fait après? Et Thérèse Houphouët-Boigny. La personne décède, par exemple. Thérèse Houphouët-Boigny, l'idée de devenir première dame pour la deuxième fois, d'abord en Côte d'Ivoire et ensuite en Afrique du Sud, c'est quelque chose qu'il a traversé et qui, quelque part, donc, qu'elle trouvait intéressant. Pascal Sequer. Oui, encore heureuse de vous revoir ici. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, comédies musicales,
et réalisateur de plusieurs films qui portent sur Houphouët-Boigny ou qui sont à la périphérie de ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour le monde. Vous êtes obsédé par Houphouët-Boigny? J'aimerais bien être obsédé, parce que quand on est obsédé, on trouve forcément des médicaments pour en sortir. Non, je suis quelqu'un, comme tous les journalistes normaux, qui considèrent que les gens qui ont fait ce pays, qui ont façonné ce pays, doivent être connus par les jeunes générations. Moi, je me souviens qu'un jour, je pense l'avoir raconté ici ou ailleurs, je faisais une dédicace dans une librairie à Abidjan sur un livre que j'avais écrit sur Thérèse Houphouët-Boigny, qui s'appelle Marie-Thérèse Kennedy et moi, qui racontait notamment le voyage qu'il y avait eu donc aux États-Unis avec des détails que les gens ne connaissaient pas. Et puis il y a une jeune fille de 15 ans à peu près qui vient près de moi, qui regarde la photo, qui me dit mais c'est qui cette femme? Donc vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire une jeune génération qui ne connaît pas un grand pan de l'histoire de ce pays. Comment voulez-vous être des acteurs, notamment des acteurs dans la vie citoyenne, des acteurs politique, si vous ne connaissez pas votre pays? Il faut savoir d'où vous venez, il faut savoir où vous allez. Et donc c'est pour ça que j'estime que Houphouët-Boigny, ayant couvert un grand pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut connaître ce qu'il a pu faire avec ses ombres et avec ses lumières. Herman? Ma question, est-ce que finalement... D'accord, on reviendra, Pascal. Les sentiments amoureux ou charnels de nos chefs d'État ont une incidence sur leur manière de mener la politique internationale ou bien la politique en général? Je ne vais pas vous rappeler l'histoire égyptienne, Cléopâtre, les Romains et tout ça. Oui, naturellement, les questions d'alcôve ont aussi des incidences. Mais ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que au-delà de cette partie qui semble vous focaliser comme si vous étiez uniquement accroché à l'affairage, c'est un documentaire d'abord historique, hein, comme les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny, où on amène le téléspectateur qui justement est réticent à connaître cette histoire, à connaître ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. On connaît tous l'histoire de l'apartheid, ce qui s'est passé entre l'Europe et l'Afrique du Sud, entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, et même entre Israël et l'Afrique du Sud. Mais on connaît très peu de choses sur comment nous nous sommes comportés. Pourquoi est-ce qu'Houphouët-Boigny, à un moment donné, a ouvert le dialogue avec le pouvoir blanc d'Afrique du Sud? Hérésie pour toute l'Afrique. Comment est-ce qu'il a fait pour livrer du pétrole? Attendez, pour livrer du pétrole. Donc c'est tout ça aussi qui est raconté. Et même, ça va même au-delà, puisqu'à cette époque-là, il y a eu aussi la guerre du Biafra. Et on raconte comment est-ce que Houphouët-Boigny a pris fait et cause pour le Biafra, pour la rébellion au Biafra, et que lorsque le Nigeria donc, a remporté cette guerre, Houphouët a fait amende honorable, penaud, il est parti, il a envoyé une délégation, et il a payé un dédommagement. C'est dans le documentaire aussi. Je voulais revenir sur l'épisode avec l'apartheid et sa solution qu'il propose. Est-ce qu'aujourd'hui, Houphouët-Boigny, au regard de l'approche, la démarche de ses héritiers, notamment au niveau du PDCRDR, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'héritage d'Houphouët-Boigny est tel qu'il le concevait par ses... La question est intéressante, mais elle est biaisée. Allez-y. Parce que l'héritage de Houphouët-Boigny, c'est pas seulement que le PDCI, c'est aussi le RHDP. Non, mais moi, je veux dire... Non, c'est aussi le RHDP. Moi, je dis toujours quelque chose de simple par rapport à ce film. J'ai été marqué, comme beaucoup de gens à mon époque, mais aussi marqué aujourd'hui en travaillant sur ce film, par le geste de Houphouët-Boigny qui était énormément critiqué. Comment un président africain va tendre la main à un pouvoir blanc raciste et même faire venir des dirigeants de ce pays en Côte d'Ivoire, notamment à Yamoussoukro. C'était extraordinaire. Donc Houphouët-Boigny a été capable, en tant que patron de la Côte d'Ivoire, mais aussi du PDCI, de dialoguer avec les ennemis des Africains. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable, notamment les Houphouëtistes, qu'ils soient RHDP ou PDCI, pourquoi le pouvoir ivoirien, qui est héritier d'Houphouët-Boigny et qui est héritier donc du PDCI, n'est pas capable de dialoguer aussi avec l'opposition. Et ça, c'est un vrai problème. Pour moi, c'est un recul. Ce qu'on pouvait faire il y a 30 ou 40 ans, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et vous voyez la situation politique aujourd'hui. Vous estimez que le pouvoir en place ne... Bien sûr que non. Il n'y a pas d'ange en politique. Hein. Mais il est clair qu'aujourd'hui, et on voit bien ce qui se passe avec la décision assez paradoxale du Conseil constitutionnel, avec tout ce qui se passe avec des candidats qui sont évincés du processus électoral, c'est aberrant. Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas les héritiers de Houphouët-Boigny, sauf ceux qui le disent en parole. Ma réalité, c'est pas le cas. Très bien. Pascal Oui. Herman, on va sortir, Pascal. Je vois qu'Herman n'est pas sûr. Souvent, il a l'impression d'être seul. Non, c'est pareil pour vous. On va l'écouter. Allons-y, non, mais Pascal. je trouve que M. Serge Villa a bon dos de nous dire comme ça qu'on est sur la partie affairage. D'ailleurs, la partie affairage, pour moi, c'est une façon d'emmener le sujet. Il est bien malin, lui, qui met en titre Thérèse et Mandela, alors qu'il sait très bien que le sous-titre est le plus important. C'est l'histoire secrète entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Mais je sais que vous êtes tous très intelligents et que vous avez vu le sous-titre. Et c'est ce sous-titre-là qui fait la beauté du film. Et bien sûr, vous le savez, vous parliez de secret d'alcôve et
c'est vrai que ceci attire beaucoup plus d'abord le regard, enfin pour certains. Moi, j'ai été attirée par le sous-titre aussi. Et cette histoire de la Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny, de son positionnement par rapport à l'apartheid, fort heureusement, nous, on en a vu les derniers relents et on sait pourquoi Mandela, parmi les premiers pays qu'il décide de visiter, je ne sais pas si ça a été la Côte d'Ivoire dans le monde entier, mais en tout cas, je sais qu'en Afrique, je pense que ça a été la Côte d'Ivoire. Je suis malheureusement obligé de vous contredire, et tout le documentaire le raconte, la Côte d'Ivoire est le dernier pays africain que Mandela a visité. Et ça a été à sa libération. À sa libération, il a fait le monde entier. Il a fait l'Angola, il a fait le Nigeria, il a fait les pays d'Afrique du Nord. Oui, l'explication qui est donnée par les opposants au Houphouët-Boigny, c'est que Mandela n'était pas d'accord avec la politique menée par Houphouët-Boigny pendant l'apartheid. Il était d'accord pour accepter les fonds d'Houphouët-Boigny pour financer l'aide. Ce que je veux vous dire, c'est que ne vous fiez pas à la rhétorique. Vous savez, avec Houphouët-Boigny, il y a ceux qui le déifient, qui le portent nu, et puis il y a ceux qui le voient hégémonie. Donc naturellement, on a été abreuvé pendant des années d'un tas de discours sur Houphouët-Boigny, mais je suis désolé, la Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays que Mandela a visité, c'est quasiment le dernier pays en Afrique qu'il a visité. Parce que... C'était peut-être le meilleur pour la France. Ah ben non, écoutez, quand vous attendez presque un an après votre sortie de prison, alors que dès le lendemain de votre sortie de prison, vous allez en Angleterre, vous allez partout, vous allez dans des pays africains, et puis vous allez en Côte d'Ivoire en dernier, il faut quand même se poser des questions. Notre rôle à nous, c'est justement d'éveiller les questions au-delà de tout ce qu'on a pu nous raconter, nous rabâcher. Est-ce qu'entre-temps, parce que la dernière fois on a demandé si M. Bila avait pu voir Mme Thérèse Houphouët-Boigny pour lui présenter le film, il avait dit qu'il n'avait pas eu accès. Qu'entre-temps les choses ont bougé. Je ne pense pas que ça changera. Vous savez, on a un problème, et je redis toujours la même chose parce que je pense qu'il faut être très clair. On reproche aux jeunes Ivoiriens aujourd'hui de ne pas connaître l'histoire de leur pays. Ça, je l'entends partout. C'était pareil quand j'étais aux Antilles. Partout, on reproche aux jeunes. La différence, c'est qu'aux Antilles, ceux qui ont vécu l'histoire la racontent. Ils la racontent dans des livres, ils la racontent dans des témoignages à la télévision, ils viennent, ils disent leur part d'ombre, leur part de lumière, mais ils disent. Mais en Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait l'histoire ne racontent pas. Quelle autre première dame aura le privilège de voir son histoire racontée? S'il vous plaît, on a deux personnes qui n'ont pas Non, actuellement, je travaille sur autre chose, parce que bon, les Houphouët-Boigny, c'est pas seulement que ma vie, hein. J'ai travaillé sur, vous savez, sur beaucoup d'autres choses. Première dame, c'est pour cela? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je travaille sur la révolte du sang-vie. Vous voyez, c'est encore un autre sujet. On part un extrait, on se retrouve dans quelques instants. Marie-Thérèse se sent honorée que Mandela, qu'elle admire, ait succombé à son charme. Elle veut se rendre en Afrique du Sud et demande à Fashanu, le mari de sa nièce, de faire la connexion. To the extent that she actually helped me to see Nelson Mandela. Dans l'entourage de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, seuls les intimes sont mis au parfum. L'ex-première dame se dit prête à épouser Nelson Mandela si le courant passe entre eux. Yeah, of course, yes. Bien sûr. Le jour du départ arrive, John Fashanu et sa femme s'envolent avec Marie-Thérèse Houphouët-Boigny pour l'Afrique du Sud. I wouldn't say she was excited, I would say she's happy. À leur arrivée à Pretoria, John Fashanu accompagne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny au palais présidentiel. Nelson Mandela est ravi de la recevoir, il la retient pour le dîner. I made the joint, and when the joint was finished, what they went on. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire de Serge Abilé, en exclusivité mondiale sur VivaStream, en téléchargeant l'application VivaStream sur App Store et Play Store. Alors, Monsieur Biléman, ma question concerne les personnages qui interviennent dans le documentaire pour vous aider. J'ai vu au passage le professeur Kwadio Guissan, que je salue au passage, qui devait être mon président des jurys. Mais je veux dire, comment vous faites la sélection? J'ai vu Madame Fologo, l'éminente Véronique Tadjo, en plus du professeur. Jean-Noël Loukou, oui. Comment vous avez pu Moi, j'ai d'abord quelque chose que j'ai déjà raconté ici. Lorsque j'ai fait la comédie musicale Oufoué l'année dernière, beaucoup s'étaient demandé si je n'allais pas faire venir des gens d'ailleurs pour pouvoir faire ça. J'ai dit non. Faisons confiance aux Ivoiriens. Nous avons des talents ici. En leur apprenant donc à faire ces choses-là, eh bien, ils vont arriver. Le résultat, vous l'avez vu, donc c'était assez intéressant. Et c'est pareil pour les documentaires. Prenons la peine de raconter notre histoire par nous-mêmes, sans aller chercher des intervenants qui viennent d'ailleurs, mais par les gens qui ont vécu ça. Donc, à partir de là, à partir des différents thèmes qui vont être abordés, naturellement, j'essaie de trouver les meilleures personnes qui ont les meilleurs profils pour pouvoir donc intervenir. Et ce qui a été le plus difficile, je vais être franc avec vous, c'est d'obtenir l'accord
de ce monsieur qui vient du Nigeria, que j'ai été filmé au Nigeria, qui est celui qui a emmené Thérèse Houphouët-Boigny chez Nelson Mandela. C'était le plus difficile, parce que c'est pas facile, comme ça, de crever l'abcès sur un certain nombre de choses. Et donc, ça a été de longues négociations. Après, quand je suis allé en Afrique du Sud, on a attendu pendant 2 ou 3 jours. Quelles étaient les raisons justement de sa réticence? Je ne sais pas s'il était réticent, mais vous savez, on n'est pas habitué à raconter tout ça. Et comme j'étais le premier à venir lui demander un certain nombre de choses, il était, voilà. Et donc, on a mis plusieurs jours à attendre, et puis au bout d'un moment, donc, il s'est manifesté, et donc chez lui, on a fait l'interview. On termine avec vous, Daouda. D'accord, moi j'ai une petite analyse avant de poser ma question. Parce que quand je regarde Thérèse et Mandela, c'est vrai que l'histoire, c'est l'éclatement de la Côte d'Ivoire. On aurait pu dire simplement comme ça. Mais est-ce que, quand je vois la situation, ça me fait penser à une contemporaine. Je parle de Carmen Sama. Carmen Sama? Oui, Carmen Sama. Ah, d'accord. La veuve de Didier Arafat. Je connais quand même Carmen Sama, je ne suis pas un inculte à ce point-là. Pourquoi ce point, Daouda? Non, mais parce qu'en vérité, quand une personnalité publique meurt, généralement, on a l'impression que la femme... Il faut le mettre au couvent. Voilà, c'est comme si elle devait rentrer dans un couvent. Voilà, dans un couvent, elle n'a pas le droit à une autre vie, tout et tout. Et donc, quand je regarde l'histoire de Thérèse, ça m'a fait penser automatiquement à... C'est une très très bonne analogie. À cette jeune dame. Mais... Pour poser ma question, est-ce que M. Billet n'est pas dans un peu de voyeurisme? Est-ce que ce n'est pas une sorte de voyeurisme? Dans la mesure où Houphouët-Boigny, c'est une personnalité publique, une grande personnalité, Thérèse aussi, mais vous vous êtes immixé pratiquement, j'ai envie de dire, dans les chambres à coucher. Vous avez dit la même chose pour les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny, et après quand vous l'avez vu, vous m'avez dit waouh, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Là, vous n'avez pas encore vu le film. Je n'ai pas encore vu le film. Donc quand vous le verrez, vous vous direz waouh, c'est tellement historiquement intéressant que vous n'aurez pas le même discours. Donc c'est difficile de parler quand les gens n'ont pas vu. Moi j'attends qu'ils voient, et je vous assure que tous ceux qui l'ont vu m'ont dit historiquement on apprend tellement de choses que cette partie-là, qui n'est pas une partie qui va trop loin, c'est pas intrusif à ce point-là, c'est une partie aussi intéressante qui fait partie de l'histoire. Hein. J'ai raconté ici l'histoire de Madame Danielle Mitterrand avec son prof de gym, voilà, ça fait partie aussi de l'histoire de France, mais tout ça fait partie de l'histoire, et ça fait partie de notre histoire. Alors pour terminer, Serge Billet, que devraient retenir justement les téléspectateurs sur les hommes politiques en général? Est-ce que je peux mettre une question à ta question? C'est pas très sûr. Les hommes et les femmes politiques sont des hommes et des femmes tout court. Moi, j'ai eu la chance, vous le savez, de fréquenter pendant 13 ans un grand homme, un très grand homme qui était Aimé Césaire, hein, que vous connaissez. Mais non, pas dans les livres. Je l'ai vu. Moi, je parle de moi. Ah oui, d'accord. Je l'ai fréquenté. Je discutais donc régulièrement avec lui. J'étais là le jour. Il m'a appelé le jour où on lui a proposé le prix Nobel de la paix. Et j'étais là quand il a refusé. Il a envoyé une lettre pour dire non, que ça ne l'intéressait pas parce qu'il estimait qu'il était trop petit par rapport à ça. Vous avez imaginé Aimé Césaire qui vous dit ça. Et c'est là que j'ai compris, peut-être plus qu'ailleurs, mais que c'est important qu'on prenne les grands hommes comme des hommes avec leur fragilité, avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et je pense que c'est ça la mentalité qu'il faut révolutionner en Côte d'Ivoire, c'est d'arrêter de mettre des gens sur des piédestals. Très bien, merci beaucoup Serge Billet. Et puis il invite à regarder, à télécharger donc. Non, moi je vais le faire. C'est sur VivaStream et l'idée c'est de voir comment est-ce que de plus en plus de gens peuvent apporter leur soutien à ce genre de travail, parce qu'il y a plein de choses à faire sur la Côte d'Ivoire, mais ça demande de gros moyens, et comme moi je finance tout moi-même pour garder ma totale liberté, voilà, donc on a besoin du soutien aussi du public. À quand votre projet, à quand la fin du projet sur François Louga? François Louga, on est en train d'écrire la comédie musicale, ce sera joué donc en 2026, on n'a pas encore fixé de date, mais ce sera en 2026 pour le 30e anniversaire de sa mort. Et puis après, en 2026 aussi, il y aura le film sur les événements du sans-vie, qui sont des événements importants dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et moi j'avais promis à mon père, avant sa mort, de faire quelque chose là-dessus, parce que mon père était très attaché au sans-vie, son village, voilà, et était là-bas. Et donc j'ai voulu faire ça, et donc la révolte du sans-vie est mon prochain objectif en termes de documentaire. Merci beaucoup, monsieur Serge Billet. Pascal Souquier, merci beaucoup. Daouda Coulibaly, Herman Aboua, Dr Barry, et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain, par la grâce de Dieu, pour la dernière de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur la FTV, et que surtout Dieu garde notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Au revoir. Bonjour Dieu.
1973, au plus fort de l'apartheid, le président Félix Houphouët-Boigny crée la polémique en ouvrant le dialogue avec le pouvoir blanc en Afrique du Sud. Je préconise la voie du dialogue. Je ne vois pas mes frères africains s'engager dans une guerre contre l'Afrique du Sud. Après 27 ans de prison, Nelson Mandela est libéré. En 1996, Nelson Mandela fait escale à Abidjan. Il s'entretient avec le président Henri Konan Bédié et lui manifeste son intérêt pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais comment faire passer le message? C'était de notoriété publique qu'entre le président Bédié et l'ex-première dame, le rapport n'était pas au beau fixe. Quelques semaines plus tard, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny se rend en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela. Comment s'est passé le voyage? Qui lui a transmis le message? Les questions diplomatiques relevaient du gouverneur guinéen. Ça va être peut-être lui ou bien alors notre ambassadeur en Afrique du Sud, à Kotoyao. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire de Serge Abilé, en exclusivité mondiale sur VivaStream, en téléchargeant l'application VivaStream sur App Store et Play Store. Coût unique, 5000 francs CFA en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Thérèse et Mandela, l'histoire secrète entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Tout de suite sur Live TV. C'est l'année de la jeunesse. Saisissez des milliers d'opportunités d'insertion professionnelle. C'est votre jour de chance. Oh, Mayoli, comment les histoires? Regarde comment tu as grandi. Regarde comment tu es devenue jolie. Toi aussi, tu vas me dire que tu veux te marier. Fais attention, l'Afrique est devenue dangereuse. Moi, papa Monéné, j'ai des histoires, j'ai des surprises. Mais tu dois faire très attention. Parce que les hommes d'aujourd'hui, vraiment, ils sont pires que les hommes de Dubaï. Voici ton histoire. Vous comprendre? Faut sentir. La vie est une chose bien trop importante pour qu'on en parle sérieusement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Papa Monéné, Zada Monéné de retour. Et ce soir, je vais vous raconter l'histoire de une de mes petites. Une petite que j'ai connue terrible comme ça. Claire avec des formes mocoso, système y a pom-pom, quoi. Une petite que j'aime bien et qui m'aimait bien. L'histoire de petite Astunanga, Astunimba. Astou est masseuse professionnelle. Elle a 29 ans. Elle habite à la Riviera Palmeraie, non loin d'une célèbre pharmacie que vous connaissez, mais dont je tairai le nom. Astou est masseuse et elle fait bien son travail. Elle a des doigts de fée. Astou. Oh, Yosali trop. Astou connaît. Astou connaît le corps de l'homme. Moi, quand elle m'a pris, j'avais mal au dos. Mais quand je me suis levé, oh, cette sensation pour la 15 ans, nanga. Vraiment, Astou. Ma petite est célibataire. Les hommes ont peur d'elle. Ils ont peur de son métier. Ils ont tellement de préjugés.
Astou est désespérée. Elle cherche l'homme. Un homme. Un vrai. Attentionné. Elle est certes désespérée, mais elle garde un des critères. Les critères sélectifs, tels que le blé. Blé est amour. On dit quoi, il y a longtemps, hein? C'est le boulot qui te prend tout ce temps ou bien il y a quelque chose d'autre? Ce n'est ni l'un ni l'autre, ma soeur. On est là, on se débrouille seulement. Comment ça? Tu bosses moi, non? Ah, pas vraiment. Tu sais, avec le nombre grandissant de centres de beauté qui ouvrent chaque jour sur Abidjan, c'est devenu compliqué d'avoir des clients comme avant. Je le vois. D'accord. Je ne savais pas, sinon je t'aurais mis en contact avec l'un de mes clients. Ah bon? Tes clients, hein? Attends, tu travailles dans quel domaine maintenant? Ma chère, il y a du nouveau chez moi. Je suis tombée sur un gars là. Il s'occupe bien de moi. Et figure-toi qu'il m'a même ouvert un magasin de prêt-à-porter de luxe. Ah ça? La chance. Mais comment tu as fait? Tu l'as rencontré sur Internet, n'est-ce pas? Et ça fait d'Internet là. Ça s'appelait gamin. Nous, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Et il n'y a pas eu de recette secrète pour cela, en fait. Il fallait juste avoir le flair. Le flair? Tu te fous de moi ou bien? Je suis sérieuse. C'est vrai qu'ils se font rares, mais un homme bien, ça se sent, ma chérie. Et les hommes qui fréquentent mon magasin sont tellement chics. Ah bon? Oui. Ils ont de l'argent? Attends, t'es sérieuse là? Tu sais combien coûte une paire de chaussettes dans mon magasin? Oh, je m'en fous de tes chaussettes. Faut me brancher, ma soeur. Tu es branchée sur quoi? Tu veux venir bosser chez moi? Bosser chez toi? Toi-même, tu vas bosser chez moi un jour, tellement je serai fortunée. Ah, ok, j'ai compris. Faut proposer un massage, disons, un peu... Tu vois ce que je veux dire, non? Tu sais, je maîtrise ça. Un massage érotique? Parle moins fort. Pas vraiment érotique, hein. Je veux dire, faut proposer mes services à un de tes clients, là, qui a du blé. Tu penses? Je connais un qui est célibataire, mais qui ne parle pas trop. Mais comment toi, tu sais qu'il est célibataire? Parce qu'il ne porte pas d'anneau. Tu es trop bête, ma soeur. Mais bon, j'en ai marre de cette situation. Trouve-moi quelqu'un. Présente-moi quelqu'un là-bas, je sais pas. Ok, on verra. En prank? Bien sûr. Le week-end commence. Astou a été contacté par un client. Un certain Simon Mokossa. Astou est dans sa robe orange. Regardez son corps, la géographie de son corps humain. Moko Bassenanga. Hey, la gabonaise. Simon est veuf. Il est congolais. Pas le genre de congolais qui disent Tunisie. Il a un accent correct. Vit seul dans son appartement à Billetterie. Simon travaille dans l'import-export. Il est transitaire. Il vit simplement et normalement. Oui, venez dans la chambre avec moi. Vous êtes encore là? S'il vous plaît, j'ai eu une dure journée. Venez qu'on fasse vite, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Excusez-moi. Relaxez-vous, monsieur. Ça ira. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, monsieur Mokossa. Alors, c'est pour quand encore? Pardon? Non, je veux dire que c'était très bien. Qui vous a appris à masser comme ça? Oh,
Je suis contente que ça vous ait plu, monsieur. Oui, je veux dire que c'est quand la prochaine séance? Eh bien, c'est quand vous voulez, monsieur Mokossa. Dans ce cas, je prends votre numéro. Si ça ne vous gêne pas, le numéro personnel. Ok, sans souci. Parfait. Voilà. C'est parfait.